merci d'être avec nous sur le www.bigradio.fr. C'est parti pour le grand show de l'info. Nous sommes le dimanche 15 septembre 2013. À la une aujourd'hui, la Royal Mail en Grande-Bretagne et la tête de la reine bientôt privatisée, la hausse des loyers qui marque une pause, et puis la vie de Mylène Farmer en 60 secondes et en vidéo, et puis bien entendu nous terminerons par l'agenda de la semaine. Soyez les bienvenus, c'est parti, c'est le grand show de l'info, et donc on est ensemble pendant un quart d'heure. La tête de la reine bientôt privatisée, le gouvernement de David Cameron s'apprête à faire ce que Margaret Thatcher elle-même n'a jamais osé, privatiser la tête de la reine, selon l'expression de cette dernière, en référence au profil de la souveraine figurant sur les timbres de la Royal Mail, la poste britannique. Le processus, lancé officiellement le jeudi 12 septembre, n'a rien d'une surprise. Depuis mars 2012, Londres envisage en effet de privatiser le groupe postal, et en juillet, le gouvernement britannique s'y est dit favorable lors d'un vote après moult hésitations et échecs. Le dernier remonté à 2009, quand le ministre des Entreprises, Peter Mandelshons, avait dû retirer son projet de vente partielle face à l'opposition du groupe parlementaire travailliste. Pour l'instant, peu de détails ont filtré sur les détails de cette opération, qui constituera la plus importante privatisation depuis la grande vague de l'époque Margaret Thatcher et Henry Major. La cotation est attendue dans les prochaines semaines. Elle portera sur une part majoritaire du capital du groupe. Le gouvernement veille par ailleurs à rassurer les postiers. 10% du capital sera distribué à titre gratuit à environ 150 000 employés du Royaume-Uni. Ceux-ci bénéficieront d'un traitement prioritaire dans l'attribution des actions réservées aux particuliers s'ils désirent en acheter, et ils ne devront souscrire que 500 livres au minimum contre 750 pour les autres aspirants petits actionnaires. Ces conditions avantageuses ont pour objectif de calmer les mouvements de grève amorcés par les salariés contre la privatisation. Londres insiste en outre sur le fait que les 11 150 bureaux de poste qui dépendent d'une société distincte Post Office, créée en 2012, resteront publics. Un accord de distribution de long terme a donc été conclu avec Post Office, reprenant les obligations législatives en matière de services publics, comme la distribution du courrier 6 jours par semaine. Reste à convaincre une opinion publique très attachée à cette institution, fondée en 1516 par le roi Henri VII. D'après un sondage YouGov pour le Sunday Times, 70% des Britanniques sont opposés à cette opération. La Dame de Fer a opéré entre 1979 et 1990 une quarantaine de privatisations, notamment dans les secteurs de l'énergie, de l'industrie. C'est la privatisation de cette dernière en 1984, c'est-à-dire British Telecom et British Airways, qui est la plus emblématique. Pour ses détracteurs, Margaret Thatcher a bradé les bijoux de famille. Du côté de ses admirateurs, on préfère retenir les opérations réussies, comme la privatisation du transporteur aérien British Airways en 87, lourdement déficitaire, et devenu depuis l'un des grands acteurs du ciel européen. Après le départ de Margaret Thatcher, John Major prend alors le relais et s'attelle à la vente de British Rail, entamée en 1993, qui s'accompagne d'une loi sur les chemins de fer.
et en tout cas conscient d'un risque d'amplification des mouvements sociaux contre la vente de la Royal Mail, David Cameron a mis toutes les chances de son côté en s'entourant pour cette privatisation de conseillers appréciés des investisseurs traditionnels. Par ailleurs, la directrice générale de la Royal Mail, Moya Greene, qui a redressé l'entreprise, est très appréciée au milieu des affaires pour sa stratégie centrée sur la réduction des coûts et la hausse des prix. De fait, le meilleur atout de la Royal Mail, celle-ci est bénéficiaire. C'est que donc celle-ci est bénéficiaire. En tout cas, en 2012, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 9,3 milliards de livres. La hausse des loyers qui marque une pause, la hausse des loyers du marché locatif privé aurait-elle tendance à se calmer au moment où l'Assemblée nationale doit commencer l'examen pour l'accès au logement et à un urbanisme rénové? Selon les chiffres diffusés mardi par l'Observatoire Clameur, ces loyers ont augmenté de 0,1% sur les 8 premiers mois de l'année 2013 contre 2,2% auparavant, un résultat de la situation de crise selon Michel Mouillard, professeur d'économie à Paris-Ouest et auteur de l'étude pour Clameur. Dans certaines grandes villes, les loyers sont même en repli. Ils ont cédé 0,4% à Paris, après une hausse de 2,6% auparavant. Du jamais vu depuis le milieu des années 1990, on ne peut pas exclure que les loyers finissent l'année en baisse, précise un spécialiste. Les hausses sont néanmoins toujours significatives entre deux locataires, 3,4% sur l'ensemble de la France et 10,1% à Paris, notamment quand les logements ont subi des travaux importants. Le recul de la mobilité résidentielle se poursuit depuis le début de l'année 2013 à un rythme inquiétant. 26,3% des locataires du secteur privé ont changé de logement. Dans une agence Century 21 du 15e arrondissement de la capitale, on fait un constat un peu similaire. On a vu sur nos biens une très légère baisse de prix, mais vraiment très légère, constate David Caillé, responsable d'une agence rue Le Courbe. Mais surtout, au premier semestre, nous avons observé une position plus dure des locataires qui avaient une exigence forte sur la qualité des biens. Certaines locations ne trouvaient pas preneur car il y avait un défaut par-ci par-là. C'est aussi pour cela que nous incitons les propriétaires à faire des travaux de rénovation à la sortie du locataire, ajoute-t-il. Chanteuse adulée aux multiples records de vente, quasiment absente des médias, mais capable de faire partir 200 000 places de concert en une journée, amatrice de singes et de sujets morbides, Mylène Farmer a fêté jeudi ses 52 ans, retour en express sur sa carrière. Naître au Québec sous le nom de Mylène Gauthier, plaquer le lycée et s'installer à Paris, s'imaginer actrice et jouer dans des pubs pour Ikea, le loto ou des ciseaux. Fiskars. Devenir finalement chanteuse en rencontrant Laurent Boutonnat, prendre le nom d'une actrice des années 30 et raconter des histoires pas très gaies. Teindre ses cheveux en roux, afficher son amour pour les singes et se battre en costume d'époque. Recevoir un premier disque de diamant et éclater de joie aux victoires de la musique. Voilà, je suis touchée, un peu triste. Organiser des concerts spectaculaires et pleurer sur scène. Sortir le single français le plus vendu de tous les temps, échouer au cinéma, avoir un sosie qui chante pour le FN et pleurer sur scène. Lancer la carrière d'Alizée, travailler avec Luc Besson, collaborer avec Moby, Archive et Red One, se casser la figure sur les marches de l'Elysée, vendre 200 000 places de concert en 24 heures, avoir 52 ans, être Mylène Farmer. Allez, à présent, la
l'agenda de la semaine du 16 au 22 septembre, à commencer par lundi 16, et les nouveaux permis de conduire européens sont mis en circulation. Les Français ont donc jusqu'au 19 janvier 2033 pour adopter ce nouveau document, valable seulement 15 ans, format de carte à puce électronique. L'Assemblée nationale examine la proposition de loi Florange. Cet engagement de campagne de François Hollande prévoit les pénalités pour les entreprises fermant un site rentable. Mardi 17 septembre, la 3e université Alzheimer débute au Zénith de Lille. Pendant 3 jours, soignants, chercheurs et grand public se réunissent autour du thème « Vouloir, savoir, anticiper, diagnostiquer et mobiliser ». Mercredi 18 septembre, la ministre des Affaires sociales et de la Santé, Marisol Touraine, présente la réforme des retraites au Conseil des ministres. Le projet devrait être discuté à l'Assemblée nationale à partir du 7 octobre. Jeudi 19 septembre, procès de l'ancien vice-président égyptien au Caire, Mohamed El Baradei, est accusé de rupture de confiance après sa démission le 14 août. Le prix Nobel de la paix avait ainsi affirmé son désaccord avec la répression sanglante des manifestations pro-Morsi. La cérémonie d'investiture d'Ibrahim Boubacar Keïta à la présidence du Mali à Bamako. Vendredi 20 septembre, la 3e fête de la gastronomie en France, parrainée par le chef Thierry Marx, s'ouvre. Samedi 21 septembre, la finale de la Coupe du Monde de tir à l'arc au Trocadéro à Paris. Et puis enfin, dimanche 22 septembre, les élections législatives en Allemagne. Et face aux social-démocrates Pire Steinbrück, la chancelière chrétienne démocrate Angela Merkel devrait obtenir un 3e mandat consécutif. Et puis enfin, la 65e cérémonie des Emmy Awards, les Oscars de la télé américaine à Los Angeles. Et c'est la chaîne française Série Club qui retransmet la remise des prix en direct dimanche 22 septembre à 2 h du matin. Ça fait soit tôt, soit tard. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à tous et toutes de l'avoir suivi. Rendez-vous samedi pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien et bonne semaine à tous.